Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Crise de l'énergie, crise du climat, crise de la démographie. Le ciel nous tombe définitivement sur la tête. S'adapter ou disparaître, tel est bien, à l'échelle de l'individu comme à celle de l'humanité tout entière, l'enjeu des décennies et des siècles à venir. Il faut dire que la relation qui lie l'homme à la terre ressemble à une histoire de couple qui tournerait progressivement au vinaigre. Après 200 000 ans de vie commune, l'équilibre est rompu, la nature reprend ses droits. Montée des eaux, cyclones, tempêtes, la planète se rebiffe et nous en faisons d'ores et déjà les frais. Survivre à la fin d'un monde, c'est le thème de cette émission préparée et enregistrée dans le cadre du colloque international Atlantique. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui d'invités prestigieux, des interlocuteurs de choix. J'ai nommé dans un premier temps Rita Compatangelo-Soussignan. Vous êtes professeur d'histoire romaine et vous avez beaucoup travaillé sur les désastres naturels ayant touché notamment le monde romain. Bonjour. Bonjour. Étienne Chauveau, vous êtes maître de conférences en géographie et vous travaillez sur les littoraux et sur les risques naturels. Bonjour. Bonjour. Un confrère, Frédéric Denay, vous êtes... Denay, pardon, on recommence. Un confrère, donc je le disais, Frédéric Denay, vous êtes journaliste, essayiste et vous êtes aussi écologue. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette casquette? De quoi, écologue? Écologue, oui. Je suis ingénieur écologue, c'est-à-dire dans les années 90, l'État a voulu se doter d'un corps d'ingénieurs en environnement, donc ils avaient créé pour se faire des DESS et des thèses en écologie appliquée. Donc j'ai fait un DESS en écologie appliquée, je ne suis pas allé jusqu'en thèse et in fine, tous les copains qui sont restés dans le domaine sont devenus chômeurs. Mais pas moi. Belle perspective donc, pour commencer cette émission. On poursuit avec Célestin Amani. Vous êtes maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan. Boigny Abidjan, voilà. Pour la prononciation, excusez-moi. Et donc, vous êtes maître assistant en politique environnementale. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Leblay, celui qui nous accueille aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes et coordinateur scientifique du programme Atlantis. Bonjour. Bienvenue. Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des savoirs. La montée des eaux est un phénomène avéré et irréversible. Les dernières prévisions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prévoient une hausse du niveau de la mer d'environ 80 cm, maximum 1 mètre à l'horizon 2100. Conséquence directe du réchauffement climatique, elle menace aux quatre coins du globe. Alors on va peut-être commencer par revenir sur une notion basique probablement pour vous. On va expliquer peut-être d'où provient cette hausse du niveau de la mer. Est-ce qu'on peut revenir sur le processus exact, Étienne Chauveau? Alors ce phénomène est un phénomène qui a toujours été à l'œuvre depuis très très longtemps et dans des dimensions beaucoup plus importantes que celles qu'on connaît actuellement, notamment lors de l'ère quaternaire où on a connu des variations du niveau de la mer extrêmement importantes, puisque la mer est descendue, s'est retirée à moins 120 mètres à plusieurs reprises au cours du quaternaire, que lors de la dernière phase aussi de remontée de la mer, cette remontée, on l'évoquait ce matin, s'est faite très rapidement aussi au démarrage, et que depuis finalement quelques milliers d'années, on est plutôt sur une stabilisation de ce niveau de la mer, qui néanmoins a continué à monter, mais lentement, sur un rythme relativement modéré depuis une centaine d'années, on va dire, d'à peu près 1,5 mm par an à l'échelle du globe. Et ce qu'on observe depuis donc une vingtaine d'années, c'est une accélération de ce phénomène de remontée du niveau de la mer, sous l'effet effectivement du réchauffement climatique, qui induit la fonte des glaces, en fait, des glaces continentales. C'est celles qui ont un impact sur ce relèvement du niveau de la mer. Donc fusion des Inland Seas, donc Groenland et Antarctique par conséquent. D'autre part, la fusion des glaces continentales, des glaciers sur toutes les latitudes. Donc la fonte des glaces est à l'origine à peu près d'une élévation actuelle de 2 mm par an de ce niveau de la mer. Et à ça, il faut rajouter effectivement un effet thermique, celui du réchauffement de l'océan aussi, qui par effet de dilatation thermique est responsable aujourd'hui d'une augmentation d'environ 1 mm par an. Si bien qu'actuellement, nous sommes sur un rythme d'une augmentation globale de ce niveau de la mer d'environ 3 mm à l'année, qui pourrait très bien s'accélérer effectivement dans les temps à venir. Alors 3 mm, c'est pas très parlant pour les gens qui nous écoutent, et même on a tendance à se dire que tant que c'est pas
perceptible à l'œil nu. En fait, on ne se rend pas compte. On parlait tout à l'heure de perception du risque. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui va être rapidement visible finalement? Mais ça l'est déjà dans bien des endroits du globe. On a ce chiffre que je donne là, sont des chiffres tout à fait moyens. Il est évident qu'il y a des grosses variations compte tenu des dispositions, on va dire, géologiques locales, avec des terrains qui ont tendance naturellement à se surélever, d'autres à s'affaisser. On a aussi des côtes qui sont relativement hautes et qui n'enregistrent pas d'impact finalement de cette élévation du niveau de la mer, des côtes basses qui elles sont très très sensibles à la moindre variation effectivement de ces niveaux-là. Si vous rajoutez des phénomènes de subsidence par conséquent, on a déjà dans bien des zones du globe des effets bien visibles de cette remontée du niveau de la mer. Alors justement, quelles sont les zones géographiques dont on sait qu'elles seront englouties dans quelques décennies probablement? La liste est extrêmement longue, malheureusement. Donc, ce qui est surtout en jeu, en réalité, c'est pas tant les surfaces qui seront anciennement, en termes d'étendue, qui seront regagnées par la mer. C'est plutôt le fait de considérer qu'on a conjonction effectivement de cette accélération des zones qui potentiellement seront envahies par la mer, avec la présence de densités humaines fortes. Donc, on peut très bien avoir effectivement des zones qui vont être envahies par la mer sans que évidemment ça impacte fortement nos sociétés. Et à côté de ça, dans certains pays, même avec peut-être 1% à 0,5% du territoire concerné par le phénomène, qui va avoir à faire face vraiment à de grosses difficultés. C'est le cas notamment de beaucoup de régions, je pense aux grands deltas dans le monde, les grands deltas asiatiques qui sont très fortement peuplés. Voilà, on a aussi la côte, une bonne partie de la côte est américaine aussi qui subit des effets de subsidence, donc où sont concentrées là aussi des grandes mégalopoles. On parlait ce matin aussi des côtes ouest africaines qui, sur toute cette portion littorale entre Sénégal et Nigeria, subit déjà des avancées. On en a eu une belle illustration ce matin, donc en Côte d'Ivoire de la mer aussi. Donc voilà, c'est extrêmement ces effets-là sont ubiquistes, présents sur tous les continents, et les effets, disons, plus ou moins difficilement et douloureusement ressentis en fonction notamment de la concentration de la population sur place. Alors vous évoquez le cas de l'Asie. On peut peut-être parler du Bangladesh, puisque là c'est du très concret pour le coup. Oui, alors le Bangladesh est dans une situation un peu particulière, dans le sens où c'est un pays déjà très peuplé. C'est le grand pays le plus densément peuplé de la planète, avec une densité moyenne supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré. Et une partie assez importante de la population se concentre effectivement dans les zones basses, les zones littorales, qui justement, cette partie sud du Bangladesh est construite sur un delta, le delta du Gange et du Brahmaputra, qui est le plus grand delta du monde, et qui, comme beaucoup de deltas, subit effectivement une subsidence naturelle. Si vous rajoutez à ça donc l'augmentation du niveau de la mer, on a effectivement de plus en plus fréquemment des eaux marines qui pénètrent sur ce territoire. Le cas du Bangladesh aussi est souvent perçu comme assez critique du fait qu'on a aussi affaire à un pays très pauvre, et que effectivement les économies faibles ont plus de mal aussi à faire face, à anticiper, à s'adapter souvent à ces évolutions rapides. Et puis on doit aussi rajouter le fait qu'au Bangladesh, on a dans ce delta par conséquent 2 fleuves qui se jettent dans ce delta, donc qui construisent ce delta. La problématique des deltas aussi vient de ce que dans beaucoup de régions du monde, on a construit depuis des décennies maintenant des barrages qui retiennent les sédiments et qui en fait modifient les équilibres sédimentaires donc au débouché des deltas, qui sont naturellement des figures, on pourrait dire, morphologiques, qui traduisent une avancée finalement des terres sur la mer. Avec l'interruption de ces transferts sédimentaires, on a bien une sorte de pénurie sédimentaire qui contribue aussi à accentuer le phénomène. C'est-à-dire que les barrages, en quelque sorte, ont été contre-productifs finalement? Contre-productif, non, dans la mesure où ils remplissent plein de fonctions, dont certaines qui ont été parfaitement remplies, mais les grands barrages aussi ont des effets secondaires qui ont parfois été insuffisamment anticipés. Et effectivement, on considère aujourd'hui que sur beaucoup de fleuves de la planète, les transferts sédimentaires les apports sédimentaires des fleuves à la mer ont été fortement diminués, ce qui a des impacts directs sur nos littoraux. On pourrait citer le cas du delta du Rhône, delta du Nil par exemple, et de beaucoup d'autres fleuves donc, sur toutes les latitudes. Alors on essaye de se projeter depuis le début de cette émission en tentant d'imaginer quelles seront les futures terres englouties, mais l'histoire a également connu son lot de terres recouvertes. Cathy Dogon. La Terre bouge et l'eau aussi. Depuis des dizaines de milliers d'années, notre planète s'accommode avec ses ressources naturelles en n'ayant que faire de la vie humaine. L'eau est en partie responsable des grandes mutations de notre espèce. Elle peut envahir des espaces de vie en l'enlevant, être abondante et rendre la terre fertile ou manquer.
tout simplement. Dans l'histoire, de nombreuses régions ont été un coup submergées, voire englouties, puis désertées et sont réapparues. La zone de Québec, par exemple, était constituée de plusieurs étendues d'eau il y a encore 14 000 ans. En 2000 ans seulement, la déglaciation a libéré les sols du poids des calottes glaciaires. À cette période, la croûte continentale est alors remontée peu à peu. L'élévation des niveaux des sols a entraîné le retrait des mers jusqu'à laisser se former un parterre pouvant abriter des habitations, puis une ville, et enfin la capitale du Canada francophone. Dans les années à venir, ces anciennes zones inondées seront potentiellement les premières à être submergées. Santorin, cette petite île grecque aux maisons blanches et à leurs volets bleus sur laquelle on aime bien passer des vacances, est en fait le vestige d'une ancienne île. Une éruption l'a partiellement détruite aux alentours de 1600 ans avant Jésus-Christ. 40 à 60 km3 de magma auraient alors été rejetés sous la forme d'une nuée ardente. Le choc thermique entre la Terre et le magma aurait provoqué un gigantesque tsunami engloutissant la crête sur des centaines de mètres. L'ancienne île accueillait des cités portuaires dont une partie des vestiges a été conservée, justement, grâce à cette éruption. Juste avant le drame, l'activité volcanique suffisamment intense aurait alerté la population. Une thèse qui explique que les archéologues aient trouvé si peu de victimes et de denrées. Suite à ça, l'archipel de Santorin, qui venait de voir le jour, est resté inhabité pendant plusieurs siècles. Cette éruption pourrait être à l'origine du mythe de l'Atlantide. La Béringie, qu'on suppose être le chemin par lequel sont passés les premiers Américains en suivant les mammouths entre l'Alaska et la Sibérie orientale, c'est l'une des conséquences de la baisse du niveau de la mer d'environ 150 mètres à 2 reprises. L'une il y a 50 000 ans, l'autre il y a 25 000 ans. Une bande de terre reliait alors les deux extrémités des continents asiatiques et américains. Elle abritait une végétation abondante, idéale pour les ruminants. Puis les glaciers se sont mis à fondre et les niveaux marins tout autour de la Terre ont commencé à monter. Il y a environ 11 600 ans, le pont terrestre de la Béringie avait disparu sous ce que l'on nomme aujourd'hui le détroit de Bering. À la même époque, des ponts terrestres sont apparus, notamment entre le Japon et la Corée. À l'échelle humaine, ces exemples nous paraissent bien lointains, mais plus proche de nous, le cas des Pays-Bas. Ce pays qui continue d'exister alors qu'il se situe sous le niveau de la mer grâce à son système de rétention d'eau. Vers l'année 1000, la Hollande, c'était un vaste marais traversé par des rivières et parsemé de quelques terres hautes. C'est précisément là que les habitations ont été installées. Puis est venu le temps de prendre la main sur la nature. Les Hollandais ont commencé à creuser des fossés pour drainer des champs et des prairies. Pouf! Les terres sont devenues de plus en plus cultivables. Dans le doute, pendant le Moyen-Âge, les Néerlandais construisaient quand même leurs villages sur des tertres, des élévations artificielles de terre qui fonctionnaient comme refuge en période d'inondation. Certaines de ces tentatives ont porté leurs fruits sur une courte durée, mais ont aussi conduit à l'affaissement du pays. C'est au XIVe siècle que les célèbres moulins ont fait leur apparition, puis des rangées de moulins et les premières pompes d'épuisement à vapeur, et enfin des stations de relevage. Dans le passé, aujourd'hui et dans les décennies à venir, les hommes se saisissent de la nature pour tour à tour en profiter, la façonner ou l'aménager. Merci beaucoup Cathy. Rita Compatangelo-Soussignan, vous êtes un peu notre caution historienne durant cette émission. Vous avez une réaction suite à cette chronique ? Oui, alors j'ai 2 remarques à faire sur 2 exemples que vous avez mentionnés. D'une part, la destruction de Santorin et l'association au mythe de l'Atlantide. Peut-être Frédéric aura son opinion à nous faire connaître tout à l'heure, hein, mais donc je vous donne déjà mon point de vue. Personnellement, je ne pense pas que cette catastrophe a un rapport direct avec le mythe de l'Atlantide, tout simplement parce que la source qui nous relate ce mythe est une source du IVe siècle avant notre ère. Alors, donc, il s'agit de Platon, et bon, il est bien vrai que Platon fait allusion à une tradition orale, donc les historiens, les archéologues ont peut-être beaucoup cogité là-dessus. Mais il est vrai aussi que les archéologues ont montré que la fin de la civilisation minoenne n'était pas liée à cette catastrophe. Donc du coup, la thèse qui voudrait faire de l'histoire de l'Atlantide un mythe lié à cette catastrophe bien précise, cet élément-là vient tomber, parce que c'était surtout l'idée de la fin d'une civilisation.
qui avait amené à associer le mythe de l'Atlantide à la destruction de Santorin vers 1600 avant notre ère. Donc, cet élément-là étant caduc, du coup, on peut peut-être penser à des catastrophes peut-être plus modestes. Donc, le monde hellénique connaît, hélas, des tremblements de terre. Et il y en avait eu, justement, du vivant de Platon, qui avait amené à l'ensevelissement d'une ville qui s'appelle Éliké. Alors, pourquoi ne pas penser que s'il y a eu une inspiration d'un fait réel, il ne peut pas s'agir de celui-là. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, finalement. Donc, ça, c'était la première remarque. La seconde, c'était juste par rapport à l'exemple des Pays-Bas, toujours d'après les apports récents de l'archéologie, on sait que les premiers habitants des Pays-Bas ont commencé déjà à construire et à s'installer sur ces tertres à l'époque romaine. Enfin, ce que pour nous est l'époque romaine, pour eux c'était encore l'époque de l'indépendance, au 1er siècle avant notre ère, on a les premières traces d'établissement. Et ce que l'on constate, c'est que justement ils ont su cohabiter avec cet environnement mouvant. Et il me semble que c'est là un autre élément de réflexion par rapport à notre façon d'aborder le risque et la catastrophe. Et de vivre avec la plupart du temps. Vous vouliez ajouter quelque chose, Frédéric Leblay ? Très rapidement, le fait que je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être donnée par Rita. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Atlantide, c'est que c'est un événement emblématique, mais surtout pour nous, de par son ampleur. Mais comme cela vient d'être dit, le bassin méditerranéen connaissait régulièrement des événements donc d'une amplitude moindre qui touchaient les populations et qui sont bien attestés. Alors, d'une part par des fouilles archéologiques que l'on peut réaliser, mais surtout dans les textes même. Or, Platon hérite, à l'époque où il écrit, hérite quand même beaucoup aussi d'une tradition qui est une tradition établie et qui est donc certainement beaucoup moins ancienne qu'on ne pourrait l'imaginer s'il y a une inspiration liée à des événements, à des épisodes réels, que celle de l'Atlantide. Il n'empêche que cet épisode de l'Atlantide est très intéressant parce que, comme je viens de le dire, il est justement emblématique de par son ampleur et que il est l'exemple par excellence de ce que peut être un désastre catastrophique touchant cette région du monde en particulier. Donc, c'est séduisant de vouloir faire de Santorin l'inspiration du mythe platonicien. Mais bon, je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être donnée. Les traditions existaient, les traditions à travers lesquelles des épisodes de catastrophes étaient ancrés dans les mémoires, les traditions existaient, c'est certain, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, mais Santorin ne faisait sans doute pas partie de ces récits dont le mythe de l'Atlantide est le dépositaire. On va rebasculer dans le présent. Et je vais me tourner vers vous, Célestin Amani. En termes de fonctionnement des populations concernées par cette montée des eaux, et donc de politique environnementale, c'est donc votre sujet, à partir de quand exactement la notion de risque est-elle intégrée et prise en compte au sein des populations ? Merci bien à vous. Je dirais que au niveau de la Côte d'Ivoire, pour l'étude de cas que j'ai présentée tout à l'heure, disons que c'est depuis 1970, avec la réinstallation préconisée par l'État de Côte d'Ivoire sur un site en dehors du site originel. Voilà. Donc, c'est à partir précisément de cette période que les populations ont compris qu'elles étaient sur un site qui présentait pour elles, à l'avenir, bien sûr, des difficultés. Voilà. Et donc, c'est à partir de cela qu'elles vont commencer véritablement à mettre en place des prémices de mesures, pas des premières mesures, mais des prémices de mesures pour pouvoir faire face à ce qu'elles vont appeler à la mer fâchée qui monte et qui commence à engloutir qui a commencé à engloutir, bien sûr, leurs habitations. Voilà.
On parle de mesures concrètes et de décisions politiques, parfois. On peut peut-être évoquer ou revenir sur ce qui a été dit en première partie de journée au sujet de la dimension psychologique du risque. Voilà. À partir de quand, je vais reposer la même question, peut-être plus à vous, Étienne Chauveau, ou à Frédéric Leblay, ou à Frédéric Danhé, qui voudra bien répondre, sur effectivement la prise en compte de cette notion de risque individuel. Alors, je ne suis pas psychologue, et il faudrait que je me tourne vers des collègues psychologues, mais concernant cette prise en compte de la perception du risque qui, de ce que je peux en savoir, est quelque chose qui, en tout cas, étant assez largement partagé dans les programmes de recherche, dans les réflexions, dans la prise en considération par les politiques, est quelque chose qui est relativement récent. Autrement dit, son impact, je dirais, sur la société est quelque chose qui m'apparaît récent, qui paraît par contre aujourd'hui, je dirais presque vraiment nécessaire. Voilà le seul élément de réponse que je peux apporter à cette question-là n'étant pas issu du tout des sciences psychologiques. Peut-être que certains parmi vous peuvent compléter l'information. Non, juste un point de vue. À force de me balader un peu partout en France, et étant issu d'une région industrielle et gigantesque champ de bataille, le Nord-Pas-de-Calais, ce qu'il y a de frappant, c'est que la notion de risque en matière d'environnement, elle est corrélée, c'est juste une intuition, elle est corrélée avec le risque industriel. Les régions ont le risque que les choses peuvent changer immédiatement, très vite. Les régions où la mémoire de ce risque est restée là, sont les régions qui ont le plus tôt engagé des programmes, en tout cas une réflexion environnementale. C'est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était avec Marie-Christine Blandin dans les années 90. C'est le cas en Rhône-Alpes, à Lyon et à Grenoble, là où les risques industriels étaient présents. Et à l'inverse, les régions où manifestement la vie cela coule douce, sans aucune notion de risque, comme la région PACA, en particulier les Alpes-Maritimes, alors même que le risque sismique est phénoménal, ces régions-là, vous pouvez faire toutes les conférences que vous voulez, vous n'aurez ou personne, ou alors des questions d'une stupidité rare. Ça, c'est foi de conférenciers et de collègues conférenciers. Mais pour en revenir sur le risque inondation restait présent dans le Nord-Pas-de-Calais. L'inondation massive du Dunkerquois, de la région de Dunkerque dans les années 60, alors j'ai plus la date en tête, est tellement restée en mémoire que on n'a toujours pas construit dans la zone qui avait été envahie par les eaux à l'époque, dans cette zone qui a été gagnée sur la mer par les polders à partir du XIIIe siècle, une région qui n'est hors d'eau que par la gestion très subtile, très sociale, assez très efficace, c'est celle des wateringues. Donc vous avez des canaux avec des pompes qui restituent en permanence l'eau douce ou l'eau de mer qui est là en surplus. Et donc visuellement, c'est resté une évidence que la mer peut revenir. Et je peux vous dire que là, il n'y a pas de construction là où il ne devrait pas y en avoir. Et quand vous allez parler de changement climatique, c'est une évidence pour tout le monde. À l'inverse, en dessous, dans le bassin industriel du Valenciennois, le bassin des mines, le fait que jusqu'à peu de temps, il pouvait y avoir un coup de grisou, le fait que jusqu'à peu de temps, on croisait des gens amputés, ce qui était le cas de mon grand-père, à cause d'un accident du travail, faisait que, oui, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense que psychologiquement, ça rend les esprits plus matures à accepter la notion de risque environnemental, de risque écologique. Frédéric ? Et pour corroborer ce qui vient d'être dit, je pense quand même que la notion de risque est toujours liée... De mon point de vue, c'est une notion qui n'est pas un point de vue d'économiste, puisque je suis tout sauf économiste. C'est une notion fondamentalement économique, parce que le risque, c'est une question de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui peut être la perception d'un risque. On évoquait ce matin, à l'occasion d'une discussion, le cas par exemple des ostréiculteurs, pour lesquels la question du risque est plus celle de la mortalité des naissains d'huîtres que finalement des possibilités de submersion qui sont pourtant en termes de dégâts quand même parfois assez considérables. Donc qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd ? Un certain nombre de populations dans le monde vivent aujourd'hui dans des zones à risque et le savent parfaitement et l'assument totalement. Pour prendre des exemples que je connais mieux, celles des populations de l'Antiquité, il y a un certain nombre de textes qui nous parlent du risque que représente le fait de vivre sur les flancs du Vésuve. Bon, parce que Pompéi Herculanum, ça n'a pas été véritablement une surprise en tant que telle pour les habitants de la région. Les gens savaient qu'ils vivaient sur une sorte de bombe volcanique. Il s'agissait pourtant d'une région extrêmement prospère, et prospère par le fait même d'être une région de terre volcanique.
Et on a beaucoup de textes anciens qui nous parlent de la richesse, en particulier de la viticulture dans ces régions-là, parce que les terres étaient propices au développement d'une grande agriculture. Donc pour les gens qui vivent dans ces régions, finalement, le fait de vivre dans une région à risque est assumé, mais il est assumé parce que finalement, d'une certaine manière, le gain que l'on peut avoir à vivre dans ces régions peut compenser le fait même de la menace que l'on connaît. Donc je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est encore vraiment un enjeu véritablement contemporain. Et dans la chronique qui était présentée tout à l'heure, la question des polders, c'est un exemple parfait, les polders. Parce qu'il n'y a rien de plus risqué que de vivre dans une région de polders. Mais enfin, les Pays-Bas n'auraient pas connu le développement qu'ils ont connu, la richesse et la prospérité qu'ils ont connue s'il n'y avait pas eu cette entreprise de gagner des terres sur la mer. Donc ici, le risque est totalement assumé, et il est assumé parce que finalement, on a presque plus à gagner à prendre des risques que à reculer face à la nature. Et ça, c'est une conscience que beaucoup de populations ont, je pense, naturellement. Donc voilà, c'est une notion économique, le risque. De mon point de vue, c'est avant tout une notion économique. Quand j'ai économique, en sens de la manière dont les populations se projettent par rapport à l'environnement, en termes des gains qu'elles peuvent en retirer ou des pertes qu'elles peuvent en subir. Juste un petit détail par rapport à ce cas de Pompéi qui est assez emblématique. Pour souligner le fait que, à Pompéi, c'est vrai que la ville de Pompéi et celle d'Herculanum, qui ont été détruites par l'éruption, n'ont pas été réoccupées et reconstruites. Cependant, il y avait d'autres villes à côté, à une distance de 10 km. Compte tenu de la façon où l'éruption, la coulée de lave, donc son trajet ne les a pas touchés, les gens ont continué à habiter dans ces villes à 10 km. Et là encore, c'est une découverte récente de l'archéologie. Certes, on n'a pas reconstruit Pompéi et Herculanum, mais on a remis en culture, vite fait, les territoires agricoles, donc pour les raisons que Frédéric indiquait tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que oui, on vit avec le risque dans certains lieux et dans certaines cultures. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, juste un point qui va nous rapprocher. J'ai travaillé beaucoup sur la montagne Pelée, l'éruption de la montagne Pelée. J'ai beaucoup écrit dessus, notamment pour le National Geographic. Et ce qui est fascinant, je suis allé aux archives qui sont déposées à Aix, je crois, et quand on dit que la population n'était pas du tout au courant du risque, c'est faux. Tout le monde savait que le volcan, il faisait partie des légendes que l'on se transmettait. Tout le monde savait que le volcan, à un moment ou à un autre, allait exploser. Et dans les 15 jours qui ont précédé l'éruption, tout le monde voyait ce crescendo de manifestation du volcan. Donc, première observation, il y a une mitridatisation. Les gens s'habituent, en plus, issus depuis pas très longtemps de l'esclavage. L'abolition c'était en 1848, l'éruption en 1902. Donc les gens s'étaient habitués progressivement à un niveau de risque de plus en plus élevé et ils se sont tous réfugiés dans la ville qui était réputée la plus solide, la ville des riches, la seule ville en dur, le Bordeaux des Antilles, la montagne Pelée, où il ne pouvait rien arriver vu que c'était la ville des riches. Et résultat, quand on dit aujourd'hui qu'on a empêché les Noirs, les mulâtres, les métis de s'échapper, c'est faux, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'échapper, parce que rien n'était jamais arrivé aux riches, rien ne pouvait arriver aux riches, et en plus, Saint-Pierre n'avait jamais connu une catastrophe, si ce n'est un petit cyclone en 1891, par rapport à Fort-de-France, la capitale administrative qui avait été ravagée par le même cyclone. Donc la notion du risque, oui, on s'habitue au risque, mais la notion du risque, elle est très liée au contexte socio-économique. Les gens se sont réfugiés, alors même qu'ils savaient que le volcan allait exploser, alors même que l'Église ne cessait de dire que le volcan allait exploser pour châtier la population, eh bien les gens se réfugiaient là où ils pensaient trouver au moins une réassurance psychologique, et il y a eu 30 000 morts en 90 secondes. Face à ces prévisions qu'on vient d'évoquer, il est nécessaire pour les populations de s'adapter. Vivre sur les littoraux a beau être naturel pour les êtres humains, cela devient, sur le long terme, sinon risqué, au moins compliqué. Doit-on se replier vers l'intérieur des terres ? Peut-on, à défaut de l'entraver, s'accommoder de la hausse du niveau des océans ? Le niveau de vulnérabilité, tout comme la capacité à agir, ne sont pas partout les mêmes. Alors, qu'est-ce qui détermine justement la vulnérabilité d'une population ? Est-ce que c'est une donnée mesurable ? Frédéric Denré. La question piège, oui, c'est mesurable. Il y a même Axel Créage qui le mesure très bien, il est dans la salle. Oui, c'est mesurable.
Enfin, moi, je reprends toujours l'exemple de la Faute-sur-Mer. Alors, j'ai travaillé sur la Faute-sur-Mer. C'est un exemple fascinant d'oubli, justement. Dès lors qu'on oublie, mais c'est comme pour la guerre, hein, c'est comme pour les rescapés de la Shoah disent le jour où on arrêtera de s'y intéresser, ça recommencera. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont raison, mais en tout cas, le jour où on a oublié la notion du risque, que la mer peut déborder, et ben oui, on construit des maisons là où avant on faisait pousser des moutons. Et puis le résultat, c'est que quelques années plus tard, on a des dizaines de morts et on a la remise en cause d'une absurdité qui est juste la perte du bon sens. Quand on regarde le nombre de maisons qui ont été détruites et là où les gens sont morts à la Faute-sur-Mer, 80% je crois du bâti détruit, c'est du bâti post-1960, c'est-à-dire de l'époque où on a tout oublié, où on a prétendu, c'était la période la plus glorieuse des 30 glorieuses, où on a prétendu que l'homme pouvait vivre dans sa petite bulle et était, par son appareillage social et technologique, n'était pas une espèce comme une autre soumise aux aléas de la nature. Le retour de bâton, il est assez sévère et voilà, la vulnérabilité, c'est ça, mais tous les assureurs le mesurent aujourd'hui. Je peux vous dire, pour les avoir vu tourner les modèles climatiques des assureurs français, savent aujourd'hui prévoir rue par rue, non pas ce qui va se passer, mais le montant de leurs indemnisations à venir. Raison pour laquelle les assureurs et les réassureurs sont devenus, parce qu'ils savent mesurer cette vulnérabilité, le plus gros lobby vert du monde. C'est pas Greenpeace, hein. C'est Munich Re, Swiss Re, c'est la Lloyd's. Alors sur quel élément concret est-ce qu'il se base ? Sur les connaissances scientifiques, sur le fait que la mer monte, sur le fait qu'une tempête souffle, sur le fait qu'il y a des rétractations d'argile, sur le fait qu'un champ de maïs est plus labouré régulièrement, est plus susceptible d'engager de l'érosion plutôt qu'une prairie. Et puis, tous ces modèles scientifiques sont connus et à partir de là, on fait un calcul de probabilité sur là où l'eau va arriver, sur là où la langue de terre va arriver. C'est des calculs probabilistes qui ont permis à l'État de pondre une loi littorale, qui ont engagé les communes à inscrire des PPRI. Enfin, tout ça est très connu. Ensuite, c'est de la volonté politique. Mais derrière la volonté politique, il y a aussi la volonté des citoyens. Il ne faut jamais oublier, quand un maire signe des permis de construire en zone inondable, c'est parce que des citoyens lui ont demandé de le faire. Donc oui, on peut protéger une population. Oui, on connaît cette vulnérabilité. Mais si les gens, c'est toujours la même chose, si les citoyens, si chacun de nous n'a pas envie d'être protégé parce qu'il se sent invulnérable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas. C'est cette notion d'invulnérabilité. C'est pas la vulnérabilité du risque qu'il faut avoir en tête, c'est l'invulnérabilité supposée face au risque. Étienne Chauveau, vous voulez compléter ? Oui, des petits éléments pour compléter. Effectivement, on est ici sur des territoires, pour prendre l'exemple des Nodes, je rappelais ce matin que le risque finalement est peu important. Il y a des zones du globe où ils le sont beaucoup plus. Et dans cette perspective, effectivement, de peut-être reculer, s'éloigner du littoral, ce sont des choses qui sont déjà à l'œuvre dans des zones qui sont assez fortement impactées, y compris dans des sociétés, je dirais, riches. Et je prends l'exemple des États-Unis. Où là, c'est pas les pouvoirs publics qui sont à l'initiative de ce recul en fait des habitations de la côte dans certains secteurs du Golfe du Mexique. C'est le marché lui-même, c'est le prix des assurances qui augmente très très fortement et par conséquent on assiste actuellement à une modification du marché avec une diminution du prix du foncier donc sur le littoral et finalement un espace qui devient beaucoup moins attractif et à 7 km dans une bande effectivement à 7 km du littoral donc un marché qui devient beaucoup plus actif. Et là, c'est les mécanismes naturels, effectivement, de l'adaptation, finalement, par les lois du marché, la connaissance de ce risque-là, les précédents récents, Katrina, on l'a rappelé ce matin, qui sont à l'origine de ce phénomène. Actif parce que plus accessible, donc pour résumer un petit peu votre propos. Tout à fait, oui. Célestin Magny ? Je dirais que c'est mesurable spatialement, économiquement et culturellement parlant, nous concerne. Alors, spatialement, par rapport à l'étude de cas que nous avons eu à présenter ce matin, vous voyez que des populations vont perdre l'espace de vie, l'espace habitable. C'est déjà un premier élément qui est comptabilisable. Économiquement parlant, l'espace part avec l'économie, c'est-à-dire parlant des cultures, de toute l'agriculture, etc. Mon prédécesseur en parlait tout à l'heure. Alors, culturellement parlant, vous avez tout un patrimoine qui part avec l'avancée de la mer. Et patrimoine, pour ceux qui étaient là ce matin, je parlais de cimetières qui part avec l'avancée de la mer et bien d'autres éléments qu'on ne peut pas, des patrimoines irremplaçables qu'on ne peut pas toucher, qui partent ensemble avec la mer. Tout cela sont des éléments pour nous qui peuvent être mesurables parce que des populations refusent
de quitter un milieu, d'abandonner un milieu, parce qu'elle reste attachée à toutes ces valeurs, à tous ces éléments que je viens de numérer. Et donc, cela sont des éléments, même si, je veux dire, financièrement, peut-être que, en termes d'assurance, qu'on peut prendre en compte, mais pour les populations, ce sont des choses comptables, voilà, comptabilisables. Voilà. Donc on l'a bien compris, finalement, les populations ont déjà commencé à reculer vers l'intérieur des terres dans certains pays. Gardez le micro, Célestin Amani, puisque vous avez eu un très bon exemple via votre étude en Côte d'Ivoire sur les contraintes qui s'imposent ensuite aux habitants qui ont déménagé et qui parfois reviennent. Oui. C'est quoi ces nouvelles contraintes finalement qui s'imposent dans ce schéma de déplacement ? Les contraintes sont de plusieurs ordres. Au fait, nous avons des contraintes d'ordre, je dirais peut-être professionnelles ou liées aux habitudes. Vous avez des populations qui initialement avaient une profession liée bien sûr à leur caractère de peuple insulaire, qui se déplace au milieu des terres. Et donc du coup, il faut devenir agriculteur. Et nous savons qu'automatiquement, c'est quelque chose qui ne peut se faire. Et donc du coup, on se trouve confronté à un premier problème. Le deuxième problème, c'est les mesures étatiques qui avaient été mises en place ne conviennent pas à tous. Parce qu'on a longtemps pensé qu'il suffisait de mettre en place un certain nombre de mesures pour amener les populations, pour satisfaire les besoins des populations déplacées. Mais non, l'étude des cas nous a montré que ce n'était pas le cas. Parce que des populations restaient attachées à un certain nombre de choses auxquelles l'État n'avait pas pris en compte. Voilà. Je dis en termes de patrimoine, en termes d'éléments que nous avons énumérés. Et donc, c'est des choses qui, pour nous, jouent aussi là-dessus. Et il y a un autre aspect, c'est que les populations restent attachées dans les rapports des populations à l'environnement. Il y a des aspects qui restent, qui les marquent à vie. La question de l'eau pour les populations insulaires. Alors, quand vous êtes déplacé sur la côte, des gens qui sont habitués à se laver plusieurs fois par jour, à être en contact avec l'eau, à puiser l'eau à portée de main pour faire la cuisine, pour faire un certain nombre de choses. Quand vous êtes déplacé au milieu des terres, il y a un certain nombre de choses qu'elle ne peut plus faire. En termes de profession, des populations pêcheurs qui ont un revenu, je dirais, quotidien. Mais quand vous êtes déplacé au milieu des terres, le revenu devient différé. Il faut planter, il faut entretenir et un certain nombre de choses. L'espace, il devient privé. Ces populations n'y ont pas accès. Et en plus, c'est insuffisant. Et donc, un certain nombre de choses, des conflits fonciers qui vont accompagner, qui vont aller avec. Et donc, c'est un certain nombre de choses que l'État ne prévoit pas nécessairement lorsqu'il décide de déplacer les populations d'un site à un autre. Et qui souvent qui ne sont pas prises en compte dans les programmes de réinstallation, de relocalisation. Et donc, qui entraînent un certain nombre de problèmes. Voilà. Parce que finalement, en Côte d'Ivoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la prise en compte est récente, les années 70. Oui, effectivement. On a évoqué tout à l'heure le cas des Pays-Bas et des polders. Donc finalement, aujourd'hui, de quels moyens, de quelle technologie est-ce qu'on dispose concrètement quand on veut adapter la vie au bord de l'eau ? Je vais commencer un peu pour dire que en Côte d'Ivoire, l'État a fait des études relativement à cette question d'adaptation des populations, soit dans leur maintien du lieu de vie originel, soit dans leur déplacement. Alors, parce que pour faire un peu la genèse de la situation en Côte d'Ivoire, c'est que nous, en Afrique, notre électricité dépend beaucoup des barrages hydroélectriques. Et donc, dans la zone, vous avez la zone de Laou, vous avez le fleuve Bandama, et de l'autre côté, parce qu'il y a Bassam aussi qui est concerné par ce problème de plage sensible, Bassam aussi a le fleuve Komoé. Et donc, sur ces deux barrages, ces deux fleuves, l'État va ériger des barrages. Et donc, au niveau de l'embouchure, l'ensablement, les ensablements qui vont apparaître, vont faire dire à la population que c'est l'action des barrages qui ont été érigés un peu plus haut en amont. Et donc, du coup, c'est pour les populations, pour vivre, pour résoudre la question, il suffit simplement de curer ou bien de détruire ces barrages. Voilà. Mais, donc, l'État de Côte d'Ivoire, c'est donc dans les démarches qui ont été menées, ces populations ont demandé à l'État de Côte d'Ivoire
de mettre en place, de mettre en place des dispositions pour qu'elles puissent vivre sur ces sites. Et après des évaluations, je crois que le montant qui avait été dit, c'était quoi, 50 milliards plutôt que 5 milliards. 50 milliards de francs CFA. Alors, 50 milliards de francs CFA à injecter pour que ces populations puissent vivre dans leur environnement d'origine. C'est un montant colossal pour un pays qu'est le nôtre. Et en même temps, l'État n'est pas sûr, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas sûr qu'en injectant une somme pareille, le problème soit résolu définitivement. Puisque c'est un problème qui ne dépend pas nécessairement de la Côte d'Ivoire. C'est un problème qui, comme on le dit, qui a aussi ses sources au plan global. Et donc, du coup, du moins au plan régional. Régional ou global, puisqu'on parle de changement climatique. En fait, c'est ça. Voilà, c'est une excuse ou non, je ne saurais le dire. Mais c'est à cela qu'on l'attribue. Et donc, du coup, nous sommes dans une situation, on est un peu dans un sort de dilemme. Parce que s'il faut injecter cette somme pour amener les populations à rester dans cet environnement, et si on l'injecte en retour, parce que c'est aussi ça, qu'est-ce que ces populations, qu'est-ce que l'État gagne? Voilà. Est-ce qu'il faut injecter pour le bien-être d'une population et tout court, pour voir ces populations vivre heureux, ou bien il faut l'injecter pour pouvoir... Donc il y a un certain nombre de choses qui restent en suspens. Voilà. Des questions auxquelles certainement le politique pourrait certainement donner une suite véritable. C'est vrai qu'on retourne systématiquement à la question du coût. Effectivement, on parle de grosses sommes, des montants assez importants. Est-ce qu'il y a des plans d'action, Frédéric Dorier, c'est peut-être vous qui allez pouvoir répondre à ça. Est-ce qu'il existe d'ores et déjà des plans d'action régionaux dans le monde qui ont vocation à contrer justement ces changements d'ordre climatique? Et l'exemple qu'a évoqué Célestin, représente parfaitement les discussions à la COP22 et ce qui avait été discuté à la COP21. Il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui avait été financé en théorie à 100 milliards de dollars par an. Pourquoi ? C'est justement pour que les pays qui sont à l'origine de l'accélération du changement climatique, les pays riches, participent à l'adaptation des pays qui subissent ce changement climatique, alors même qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire y participe beaucoup. Et donc les discussions qui ont lieu à la COP21, une des grandes avancées de la COP21, c'est d'avoir entériné ça, et ce qui est en train de se profiler à la COP22, c'est justement de mettre en place véritablement ce mécanisme d'aide aux pays qui vont le plus subir, ne serait-ce qu'eu égard à leur niveau de vie, vont le plus subir les effets du changement climatique et à les aider à diminuer leur vulnérabilité. Donc oui, les mécanismes se mettent en place un peu partout dans le monde. Ça, là-dessus, ça avance. Nonobstant l'élection de Trump qui ne changera rien du tout, de toute façon, à mon humble avis. Ces mécanismes sont en place, le mouvement est lancé. Et quand vous voyez qu'hier, les 340 plus grosses entreprises du monde ont signé une lettre ouverte pour dire à Trump, Pépère, c'est bien joli tout ce que tu racontes, mais il y a un mouvement, il y a un air du temps qui va vers le bas carbone, et que cet air du temps, si on ne le prend pas, nous coûtera cher, et nécessitera des investissements, ne serait-ce que pour l'adaptation de ces pays-là, c'est quand même le signe qu'on a, on est une humanité qui prend les choses en compte. Il faut quand même bien savoir que le changement climatique, c'est le seul problème d'échelle internationale qui a été réglé, qui a été à l'occasion d'une discussion à l'échelle de tous les pays. Tous les pays se réunissent régulièrement, pauvres, riches, et le vrai changement de la COP21, c'est que, vous savez, quand on parle faut limiter une des déclarations de la COP21, c'est limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Personne n'y arrivera, on le sait que c'est du flan. Scientifiquement, ça n'a aucun sens. Mais symboliquement, c'est important parce que ça veut dire que les pays les plus pauvres, dont les pays insulaires, ont réussi à se faire entendre au point que ce qu'ils ont demandé a été mis au même niveau que les demandes des pays industriels. Et ça, c'est important d'un point de vue symbolique, donc comme quoi les choses sont en train de changer. Et à mon avis, ça va vraiment changer à la COP22. En tout cas, en attendant que tout le monde se mette au diapason, il y en a qui ont bien compris que pour mieux se préparer, il fallait anticiper. Et ce sont, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Frédéric Dorier, les assureurs. Cathy Dogon. Les Cat Bond, ça pourrait être l'alliance de Catwoman et de James Bond, un duo insolite et sexy, un peu klepto et élégant à la fois, qui se battrait pour la bonne cause. Une paire de héros qui ferait le bien autour d'eux et sauverait les plus pauvres. À la base, c'était peut-être ça l'idée, et d'un point de vue utopiste, voire naïf, on s'en rapproche presque, sauf que nous ne vivons ni dans le monde des DC Comics, ni dans celui de Ian Fleming, mais dans un système capitaliste et en partie régi par la finance. Les Cat Bombs, ce sont des assurances auxquelles souscrivent les États en cas de catastrophe naturelle. Cat pour catastrophe et Bond pour obligation. Ce sont donc des obligations catastrophes en bon français. Intelligent, me direz-vous.
Si on suit cette logique, façon DC Comics et Ian Fleming, les États paient donc, tous les mois disons, une somme à un assureur qui, en cas de pépin environnemental, leur permettra de déployer des fonds pour protéger la population et remettre sur pied les infrastructures. La revue dessinée publiait cet été une magnifique explication de cette opération financière. Elle est en vérité relayée sur les marchés internationaux, dans des packages constitués d'actions faciles à vendre et d'autres, comme celle-ci, plus difficiles à refourguer. Mais bon, les acheteurs sont preneurs et les taux d'intérêt très élevés. Alors comment ça marche ? Le Mexique, par exemple, a été le premier pays à souscrire à ce genre d'assurance. Et puis voilà. Fin de l'histoire. Non, bah oui, c'est tout. En fait, le pays a souscrit, mais même après plusieurs catastrophes naturelles, il n'a jamais reçu la monnaie de sa pièce. Les conditions sont tellement précises qu'il est quasiment impossible que le climat se déchaîne de la manière dont les assurances l'ont prévu. Et comme on apprend rarement de ses erreurs au premier coup, l'État mexicain s'est dit « Je vais souscrire à une assurance englobant plus de risques et donc coûtant plus cher, mais qui couvra mieux. » Rebelote, en 2014, l'ouragan Odile s'abat sur le pays qui ne reçoit toujours pas d'aide de ses assureurs. En France, et plus particulièrement à l'ouest où nous nous trouvons, nous avons nous aussi ce type d'assurance. Pour Xynthia, par exemple, un cat bond était exposé. 120 milliards de dollars quand même. Et il n'a pas été déclenché. La magnitude des vents a été jugée insuffisante. Résultat, les assurances particulières croulent, et les particuliers aussi. L'État tente de redistribuer un peu de ce qu'il possède, mais la catastrophe naturelle a toujours ses effets néfastes contre lesquels les États ont essayé de se protéger depuis le milieu des années 90. Le cat bond, c'est ça. Entre 1994 et 2013, seuls 8 cat bonds sur 232 ont été déclenchés, dont la moitié pour le tsunami japonais de 2001. Parallèlement, le nombre d'ouragans catégorie 4 à 5 a doublé en 35 ans. Alors l'idée n'était pas mauvaise, elle reprenait le vieux schéma de la cigale et de la fourmi, en mettant de côté un petit pécule pour préparer l'avenir, mais les cat bombes ne font qu'appauvrir des États déjà pauvres et en situation de détresse naturelle, de par leur situation géographique, sans leur offrir l'opportunité de chanter tout l'été. Et la peur de l'être humain sur l'imprévu continue de rapporter beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Frédéric Leblay, je vous voyais réagir pendant cette chronique. Vous parliez d'économie tout à l'heure, on est en plein dedans là. Oui, bon, c'est toujours la question de l'équilibre entre gains et pertes. Bon, alors, je suis absolument pas un spécialiste de ces questions-là, alors j'aurais peur de dire des absurdités en entrant dans le détail. Mais bon, il faut quand même bien aussi comprendre que, indépendamment de leur capacité à agir réellement, les politiques et donc les pouvoirs publics sont quand même aussi concernés par l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes auprès de leurs élus, auprès des populations qui leur ont confié une responsabilité, dont la sécurité est quand même une des responsabilités principales. Hein. C'est quand même dans tous les États, quels qu'ils soient, et j'ai envie de dire, quels que soient les modèles étatiques que nous connaissons, historiquement, quand même un des droits régaliens, une des missions régaliennes de tout État, c'est de garantir la sécurité de ses concitoyens. Et bon, il me semble quand même que le cat bond tel qu'il vient d'être décrit, c'est quand même surtout pour les États plus une assurance, je dirais, de bonne conscience, pour ne pas avoir trop de comptes à rendre sur les populations et montrant qu'effectivement le problème est pris vraiment à bras le corps, puisqu'on est prêt à investir pour garantir la sécurité. Ça coûte cher la bonne conscience. Voilà, ça coûte cher, mais la bonne conscience coûte toujours très très cher en général. Donc voilà, plus qu'une capacité véritablement à agir. Enfin, je pense que la conclusion que j'en tire, c'est celle-là. Voilà, sans entrer dans le détail que je ne connais pas. Peut-être pour compléter ce que disait Frédéric, effectivement, dans ce qu'on vient d'entendre là, de cette chronique-là, on est finalement sur une stratégie de réparation après catastrophe. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt effectivement de s'adapter de manière préventive. Hein. Et pour ça, effectivement, les outils sont très très nombreux. Il y a les aspects techniques qu'Axel a très très bien déployé ce matin, les aspects techniques, comment faire pour s'adapter à cette élévation du niveau de la mer. Il y a une panoplie de choses possibles en fonction du contexte local. Et puis il y a évidemment cette chose très très importante qui est effectivement de le réveiller là où elle a été endormie. Il a cette conscience du risque, cette culture du risque. Dans certains cas, elle a été effectivement bien entretenue et c'est plus facile. Dans d'autres cas, effectivement, il y a un gros travail à faire de communication. Par rapport à ces outils, est-ce que vous pouvez en nommer juste quelques-uns pour l'exemple ? Parce que moi, je pense aux auditeurs de la semaine prochaine qui n'étaient pas là ce matin. Alors, les outils d'adaptation donc à l'élévation du niveau de la mer, ouais. Donc
Axel les a très bien évoqués ce matin, où, je veux dire, les outils techniques, il y a des ouvrages de protection qui peuvent être mis face à la mer. On a vu ce matin que dans le cas de la France de l'Ouest, c'était ceux qui étaient les moins intéressants sur un plan financier et donc en termes de sécurisation des populations. Il y a le fait d'adapter le bâti aussi, qui dans des zones où les surcotes potentielles n'ont pas à des hauteurs de 8 ou 9 mètres, comme dans le cas du golfe du Mexique. Chez nous, c'est peut-être 1,50 m ou 2 mètres. Simplement, le fait de construire un étage supplémentaire sur des maisons qui n'ont pas peut suffire déjà à réduire fortement le risque de mortalité. Et puis il y a aussi quelque chose que pratiquent largement certains pays, avec succès, c'est très important, c'est l'évacuation préventive, c'est-à-dire lorsqu'on annonce effectivement une tempête, de pouvoir évacuer la population. L'intérêt, je dirais, l'avantage des éléments météo marins, c'est qu'aujourd'hui on peut les prédire sur quelques jours et ça peut laisser le temps, à condition d'avoir évidemment préparé et anticipé à l'avance, de pouvoir évacuer des populations, à la différence des catastrophes de type tsunami ou tremblement de terre, où là le temps de réaction est effectivement pas du tout le même. Mais on a des pays qui sont spécialistes de l'évacuation préventive. États-Unis, lorsqu'il y a un cyclone en général, on évacue la population. On peut évacuer plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'espace de quelques jours. C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire et c'est tout à fait ce sont des mesures qui peuvent être extrêmement efficaces. Les tempêtes peuvent endommager gravement et sur le long terme une région ou un pays. Elles ne peuvent être empêchées, certes, mais elles sont de mieux en mieux annoncées par les services de météorologie. Dans la plupart des pays, la loi prévoit que tout citoyen est en droit d'être informé sur les risques majeurs auxquels il est soumis. Dans les zones à risque, les simulations et exercices et la bonne préparation de scénarios d'évacuation sont utiles, voire nécessaires, dans le cadre des plans de secours, notamment sur les littoraux. En particulier, les risques de submersion marine ponctuelle et potentiellement dévastatrices doivent être pris en compte. On peut peut-être commencer par rappeler la différence entre une tempête et un cyclone. Étienne Chauveau. Alors, tempête, c'est un nom général. On peut dire que le cyclone est un type particulier de tempête qui sévit simplement dans certaines zones de la planète, les zones tropicales en l'occurrence. Le cyclone étant un phénomène associé en fait à la présence de mer chaude, qui génère une dynamique particulière d'une tempête qui peut effectivement acquérir à ce moment-là une intensité que nos tempêtes ne connaissent pas. Pour les cyclones de catégorie 4 ou 5 par exemple, on a des vitesses de vent inconnues aux latitudes tempérées, au niveau du sol, avec des vitesses de vent, on le sait, qui pour certains cyclones peut atteindre ou dépasser 250, voire pour des cas exceptionnels 300 km/h. Ce sont des tempêtes d'un type particulier qui peuvent évidemment engendrer des conséquences à la mesure de la violence de ces vents. Est-ce que ce sont ces tempêtes ou ces cyclones des phénomènes réguliers, des phénomènes en augmentation ? Alors, phénomène, disons, effectivement, depuis que la Terre a sa configuration, je dirais, climatique actuelle, les cyclones se localisent dans certaines zones du globe, dans en gros toutes les mers chaudes du globe. Donc certains pays sont affectés, pas tous les pays côtiers riverains, je dirais, des tropiques, parce que toutes les mers ne sont pas suffisamment chaudes sous les tropiques, effectivement, pour générer ce type de phénomène cyclonique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on n'a pas de cyclone le long des côtes africaines, parce qu'on n'a pas ce contenu thermique suffisant de la part des océans pour déclencher des cyclones. Par contre, ils sont très très présents dans certaines zones du Pacifique, de l'océan Indien, ou même des Caraïbes, par exemple. Est-ce que ce sont des phénomènes qui sont directement liés au réchauffement climatique ? Alors non, pas du tout. Les cyclones ont toujours existé. La question se pose effectivement de savoir si le réchauffement climatique peut induire donc une augmentation et de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes. Là-dessus, tout dépend des endroits dans lesquels on se trouve. Pour ce qui est des tempêtes sous nos latitudes, par exemple en France métropolitaine, les schémas climatiques n'annoncent pas d'augmentation ni de la fréquence ni de l'intensité des tempêtes. Mais dans d'autres zones du globe, on peut s'attendre effectivement à une augmentation soit de la fréquence, soit de l'intensité du phénomène. Pour ce qui est des cyclones, il semblerait plutôt que les prévisions s'orientent vers une augmentation non pas de la fréquence de ces cyclones, mais peut-être, et dans certains cas, dans certaines zones, de leur intensité. Et du coup, ça ne change absolument rien de leur localisation ? Alors, ça peut effectivement engendrer des modifications de localisation, parce que le changement climatique, le changement global, ce n'est pas que une élévation de la température. C'est une modification localement du cycle de l'eau aussi, avec des régions qui seront davantage pluvieuses, d'autres moins. Et on a aussi donc un déplacement effectivement de ces zones tempétueuses. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple des latitudes tempérées, sur la façade donc européenne par exemple, on s'attend à une remontée légèrement vers le nord de cette zone tempétueuse. Pour prendre l'exemple des cyclones tropicaux, le réchauffement global de l'océan risque de provoquer une remontée en latitude des zones de cyclogenèse.
Et Xynthia, on peut dire que Xynthia en est un exemple? Non, du tout. Xynthia est une tempête parmi beaucoup d'autres, telle qu'il y en a eu énormément. Bon, c'est une tempête qui avait quelques petites caractéristiques relativement atypiques, mais des tempêtes comme ça, il y en a eu par le passé, des aussi fortes, des plus fortes. Donc on ne peut pas associer du tout un événement isolé de type Xynthia au phénomène du réchauffement climatique, en aucun cas. Quelles sont les conséquences environnementales que soulèvent ces catastrophes naturelles, précisément? Alors là, je peux m'adresser à Frédéric Denré, je peux m'adresser à n'importe qui. Qui veut répondre? Ça va être pour moi. Les conséquences environnementales... Tout dépend de quel point de vue on se place. L'environnement s'en remettra toujours, les milieux naturels s'en remettront toujours, donc pour eux qu'ils soient retournés. En plus, on apprend en écologie fondamentale qu'un écosystème a besoin d'être perturbé. Donc une petite perturbation de temps en temps, ça ne peut pas lui faire de mal. Après, si c'est répété, c'est là où le doute s'installe et où on peut s'imaginer des conséquences graves. Quand on dit que les milieux naturels vont être détruits, affectés par les tempêtes, non. Alors je vous donne juste un exemple qui a été étudié pas très loin d'ici. Ça va vous faire plaisir, c'est en Bretagne, à Plouzané, au nord de Brest, par l'Institut universitaire européen de la mer. C'était l'équipe de Michel Glemarec à l'époque qui avait travaillé sur les conséquences d'une marée noire sur le milieu marin, en l'occurrence la Mococalise. Il avait montré que une marée noire en soi, c'est pas très grave. Le milieu arrive à avaler le pétrole en 7 à 8 ans, ici sur nos côtes. Simplement, ce qui est emmerdant, il y a deux choses qui sont embêtantes. Un, c'est que les espèces qui sont chassées par la pollution reviennent, mais pas toutes. Et celles qui ne reviennent pas sont remplacées par d'autres. Donc l'équilibre de l'écosystème est plus tout à fait le même. Et du coup, ça fragilise cet écosystème en cas de survenue trop rapide, trop tôt, trop précocement d'une autre marée noire. Voilà, donc c'est pas tant que l'écosystème soit perturbé, le problème c'est quand il est perturbé trop souvent. Mais de notre point de vue humain, ça peut être perturbant, mais du point de vue de la planète, elle s'en fout complètement, si tant est qu'elle est une personnalité. De quelle façon est-ce que les tsunamis s'insèrent dans toutes ces problématiques de tempêtes, etc. C'est un type de tempête comme les autres ? Alors, attention, le tsunami en tant que tel, il ne s'agit pas d'un phénomène donc climatique, météo-marin, mais qui est bien un phénomène tellurique, qui relève par conséquent de la dynamique interne du globe. Donc c'est toute effectivement la science des séismes et des tremblements de terre qui est ici en cause. Mais quand on parle de submersion marine, on est obligé d'évoquer des cas liés à des tsunamis. Alors le phénomène de submersion peut être effectivement de cette origine-là, quand on n'est plus sur des phénomènes climatiques. Donc les deux phénomènes sont parfaitement distincts. Leurs manifestations peuvent, dans certains cas, effectivement, avoir un certain nombre de points communs, mais les deux choses sont complètement dissociées, effectivement. Et le propre du tsunami aussi, c'est qu'il est beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins prévisible aussi que celui de la tempête, qu'aujourd'hui, avec les moyens actuels, on a le temps de voir venir, de prévoir, et donc auquel on peut se préparer sur quelques journées, à la différence donc des phénomènes sismiques. Frédéric Leblay. Non, mais vous avez entièrement raison, parce qu'en fait, on ne peut absolument pas confondre tsunami et tempête, ce sont deux choses totalement différentes, sauf que vous avez raison de poser la question, parce que dans l'imaginaire et dans les représentations, la confusion s'installe de plus en plus. Récemment, on a vu apparaître un certain nombre de films qui sont des films du genre film catastrophe, qui sont des films qui nous décrivent des scénarios catastrophes de fin du monde, dont la cause est un phénomène climatique, réchauffement climatique, etc. Mais les scènes telles qu'elles sont filmées, les destructions de villes, etc., sont des scènes de tsunami. Et ça n'a rien à voir avec de la submersion marine d'un autre genre. Donc, ce sont deux choses totalement différentes, mais dans nos représentations contemporaines, la confusion tend à s'instaurer. Donc, c'est important. Les conséquences sont comparables, quand même. Non, je crois que ce sont vraiment deux choses très très différentes. Sauf que dans nos représentations, il y a une confusion qui existe. Donc, c'était bon de poser la question. Je vous remercie. Comment est-ce qu'on rapproche finalement toutes ces questions qui concernent les cyclones et les tempêtes et la hausse du niveau de la mer ? À quel moment ces deux éléments entrent en interaction et surtout qu'est-ce que ça signifie du point de vue des populations ? Oui, donc là, les choses sont au premier degré assez faciles à expliquer. Ces tempêtes que ce soit sous forme de cyclone, soit sous forme de tempête, ont toujours existé encore une fois. Comme on a eu l'occasion de l'évoquer plus tôt dans ce colloque aussi, le problème vient de ce que, aujourd'hui, une submersion provoquée par une tempête
s'effectue dans un certain niveau de la mer. D'ici quelques dizaines d'années, on sait que ce niveau sera supérieur à 10 cm, ce qui veut dire que des tempêtes de moindre intensité auront les mêmes effets. Ce qui veut dire que le phénomène sera plus fréquent. C'est pour ça qu'on a effectivement quelques dizaines d'années pour pouvoir s'adapter à cette élévation du niveau de la mer, qui fait que des tempêtes finalement de même importance auront des conséquences beaucoup plus grandes si on ne s'y est pas préparé à l'avance. Donc le lien, il est ici, il est dans l'élévation progressive du niveau de la mer, qui va faire que on sera de plus en plus souvent affecté par des tempêtes qui ne seront pas forcément des grosses tempêtes. Aujourd'hui, seules les grosses tempêtes nous affectent, et donc on a un certain temps pour se préparer à cette échéance. Tu nous cales un petit jingle avant la conclusion ? Petit jingle, ok, mais il faut juste le point sur toi. C'est le labo des savoirs. De façon inéluctable, le monde tel que nous le connaissons va changer, parfois même disparaître. Dans cette optique, l'histoire et la géographie offrent des clés de lecture et de projection qui appellent à une certaine forme d'humilité sur Terre. Et oui, l'homme n'est qu'un hôte temporaire. Et si jamais notre espèce trépasse, une autre prendra sa place. La fin d'un monde peut être le nôtre, mais pas la fin du monde. C'est la fin de cette émission. Merci à Frédéric Leblay, coordinateur, pour son invitation. Merci également à nos invités, Rita Compatangelo-Soussignan, Étienne Chauveau, Célestin Amani et Frédéric Danhé. Pas d'erreur cette fois-ci. Et enfin, merci bien sûr à Cathy Dogon, à mes côtés durant toute cette émission, et à la réalisation. C'est le labo des savoirs.